Merci Jacques pour cette présentation. Donc, nous allons passer effectivement à la deuxième thématique. Donc, je m'appelle Yann Thomas, je suis intervenant en prévention des risques professionnels depuis une vingtaine d'années environ auprès des collectivités territoriales et ergonome de formation également. Donc, nous allons pouvoir effectivement passer à la deuxième thématique de cette présentation. Je me mets en... Alors sur cette deuxième thématique, il s'agit donc de sécuriser les agents actuellement au poste de travail. Et donc par rapport à ça, on découvre ici sur le diaporama la liste des risques professionnels auxquels on est confronté sur le terrain, qui sont extrêmement diverses. C'est source INRS. On a les risques mécaniques, les risques physiques, chimiques, radiologiques, biologiques, et RPS écoactivité. Bon, dans la période troublée que nous vivons actuellement, les risques biologiques, évidemment, s'accompagnent de risques supplémentaires que sont les RPS, et on reviendra dessus également les coactivités, c'est-à-dire l'activité d'agents en présence, par exemple, d'entreprises extérieures, qui sont bien balisées au plan réglementaire sur un décret, le décret de 92. Sur la liste des risques, on voit on a affaire à des risques biologiques qui concernent les activités professionnelles entre les agents, donc, et aussi, bien sûr, les activités entre les agents et les relations avec les publics extérieurs. Cette analyse des risques se fait, comme on le sait, par une transmission à partir de ce qu'on appelle un réservoir viral, donc c'est-à-dire un sujet contact ou une surface d'objet infecté pour aller vers un agent qui est exposé finalement à ces risques-là. On peut modéliser également les risques biologiques avec ce schéma qui est propre à la sécurité. On voit le rapprochement d'un phénomène dangereux, donc le sujet contact ou la surface d'objet infecté avec l'agent, qui crée une situation dangereuse, avec inhalation par voie aérienne, le fait de poser ses mains sur son visage et effectivement qui génère la pathologie coronavirus. Ce qui est important ici, c'est la notion de probabilité et de gravité qui va nous renvoyer aux bases du document unique d'évaluation des risques et à la question de l'évaluation quantitative des risques biologiques sur la base d'une démarche d'évaluation des risques professionnels. Au niveau de la sensibilisation et de la formation des agents aux risques biologiques, ça fait partie bien évidemment des priorités, comme vous le savez. On a plusieurs modalités qui peuvent se déployer, qui cohabitent les unes avec les autres, bien évidemment, les affichages, les courriers, les notes écrites, la digitalisation de l'information, les réunions d'information auprès des agents, et on a des sources et des supports, et c'est là que je voudrais attirer votre attention. Alors, on a des supports extrêmement variés aujourd'hui qui arrivent, des référentiels et des contenus techniques qui nous amènent à tout de suite partir du principe de la multiplicité des métiers qui existent au sein de la fonction publique territoriale, environ 200 métiers, donc quelque chose de très très important avec des diversités de situations de travail extrêmement fortes. Quand on voit la liste des référentiels, il est important d'avoir une structuration de ces référentiels et de mieux comprendre d'où elles viennent pour aller chercher l'information et aller chercher la référence qui convient le mieux au métier finalement sur lequel on travaille en termes de prévention des risques. Par exemple, si on prend le ministère du Travail, on retrouve dans le ministère du Travail des fiches conseils, environ 50 fiches conseils, et on retrouve aussi le protocole de déconfinement qui est arrivé donc dernièrement au 3 mai, qui touche à une cinquantaine de métiers différents, dont certains, bien sûr, font partie de la fonction publique territoriale. Quand on prend effectivement tout ce qui est piscine, par exemple milieu scolaire et restauration collective, là on a un référentiel qui est le Haut Conseil de la santé publique, et on a aussi pour l'éducation nationale, on touche là au protocole sanitaire qui est arrivé dernièrement. Donc, en fonction des métiers, si on va dans les espaces verts, on va aller voir ce qui se passe au niveau, par exemple, de la mutualité sociale agricole, puisqu'on a évidemment des référentiels intéressants. Donc, en fonction des métiers dans lesquels on va aller travailler, on va aller chercher des référentiels différents et multiples qui sont affichés ici, mais on a une liste après derrière de sites internet sur lesquels on peut aller chercher des informations. On a aussi la question des unités de travail qui se posent au niveau du document unique d'évaluation des risques, puisque ces unités étaient dessinées, étaient déjà bien décrites dans les démarches d'évaluation préalables à la crise sanitaire, à savoir donc des approches géographiques, des approches par filière métier, des approches chronologiques avec des séquencements d'activités dans le temps, sur une journée par exemple, et un ensemble de situations de travail équivalentes qui peuvent également être définies comme une unité de travail. Donc, on va revenir effectivement sur cette question des unités de travail. On a dans les risques biologiques actuels, donc les risques coronavirus, la question des nouvelles activités créées de par la crise sanitaire et en l'occurrence
j'ai pris un exemple, c'est le protocole de nettoyage et de désinfection des tenues de travail, par exemple en service scolaire. Sur ces nouvelles activités, elles n'étaient pas là au préalable, donc on peut imaginer qu'elles n'avaient pas été identifiées, évaluées, bien évidemment, avant la crise sanitaire. Et on a des activités transformées qui sont des unités de travail qui existaient déjà au préalable, mais que l'on doit progressivement faire évoluer pour intégrer, par exemple, ici, des protocoles d'hygiène. J'ai pris un exemple au sein des services techniques. Et enfin, donc, comme on le disait tout à l'heure d'ailleurs avec Jacques Bernon, l'intégration du dialogue social à tout moment hein, dans les analyses qui sont faites et notamment, bien sûr, la consultation lorsqu'il y en a un CHSCT hein, pour les collectivités de plus de 50 agents, partenaires sociaux, des groupes de travail pluridisciplinaires. Donc, les analyses des risques biologiques passent aussi par des schémas qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des unités, mais là, on retrouve un schéma, l'exemple qui tient compte de la distance sociale entre les agents, avec les publics extérieurs également, bien sûr, mais aussi, on a quelque chose qui est la durée hein, de communication interpersonnelle, donc sur un curseur qui est aujourd'hui de plus en plus validé par le corps médical, qui est la durée de 15 minutes. Soit on est à plus, soit on est à moins, effectivement, de 15 minutes, avec, bien évidemment, plus on augmente la durée, plus on diminue la distanciation, plus le niveau de risque biologique augmente proportionnellement. Sur les actions d'amélioration continue, donc tout ce qui est action de prévention que l'on peut mettre en place par rapport aux risques biologiques, en l'occurrence dans cette période difficile, on retrouve différentes actions d'ordre technique, d'ordre humain et d'ordre organisationnel, avec effectivement la nécessité de structurer ces actions dans les milieux professionnels et d'avoir des axes de prévention sur lesquels on va venir ensemble. On a également, on s'appuie sur différentes sources pour pouvoir proposer ces actions. Donc, par exemple, le Haut Conseil à la santé publique, hein, qui définit différentes actions au milieu professionnel, les gestes barrières, la distanciation physique, les mesures d'hygiène, les mesures organisationnelles, mais sur lesquelles on va revenir d'une façon un petit peu plus détaillée. Sur le fait de supprimer les risques biologiques, eh bien, c'est le télétravail, conformément aux principes généraux de prévention. Hein, eh bien, on va par exemple mettre en place le télétravail. Pour la rupture de la chaîne de transmission, on va identifier des sujets contacts en lien, bien sûr, avec le corps médical, avec les services de médecine professionnelle et préventive, par exemple. Participer, s'il y a besoin, à l'isolement d'un sujet contact. Et si le télétravail est impossible, alors évaluer les risques et évidemment, bien sûr, essayer de diminuer ces risques au poste de travail, avec des retours au poste de travail progressifs, donc voilà, bien sûr dans le bon sens et le pragmatisme, des autorisations de l'employeur, des limitations de déplacement professionnel, et tout ce qui s'ensuit. Sur les axes de travail au niveau du milieu professionnel sur lesquels on peut aller, on peut distinguer globalement 5 axes. Alors évidemment, ce n'est pas des listes exhaustives, c'est plutôt des structurations que l'on peut découvrir ou qu'on peut apprendre aussi par le terrain et par les retours d'expérience des différents décideurs des collectivités. On a l'approche comportementale, donc, qui s'appuie sur le comportement des agents. Et cette approche comportementale, c'est par exemple ne pas se serrer la main, se laver les mains, se moucher dans des moussoirs à usage unique, tousser dans son coude, respecter la distanciation sociale. Là, on est sur quelque chose qui touche au comportement des agents et donc qui passe aussi bien sûr par de la formation, de la sensibilisation, de l'explication, etc. On a un deuxième axe qui touche cette fois-ci à l'organisation du travail et qui se décompose en distanciation sociale, puisque qui dit distanciation sociale dit nouvelle organisation aussi souvent. Utilisation et toucher commun, on retrouve ça d'une façon assez fréquente, le fait d'éviter effectivement le toucher d'objets ou de matériel ou de postes de travail en commun ou des stylos par exemple dans des bureaux. La gestion et l'information des publics extérieurs et également l'hygiène. Sur la distanciation sociale, on retrouve ici le fait d'adapter des modalités de communication interpersonnelle, de limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le lieu de travail avec des rotations et des alternances des équipes, de limiter les regroupements des agents dans les espaces réduits également, de privilégier des locaux individuels, de supprimer ou d'éviter des réunions entre les personnes en présentiel, par exemple, lorsque c'est possible, et de marquer des espaces de travail au sol ou en affichage pour éviter effectivement que les personnes se rapprochent géographiquement les unes des autres. Donc, des moyens aussi un petit peu visuels par rapport à ça.
Un axe 2 également sur l'utilisation des touchés communs dans la sphère organisationnelle. On retrouve là l'évitement d'avoir un même outil, un même poste, des problèmes de fontaine à eau, de distributeurs de boissons qui sont condamnés dans pas mal de lieux de travail aujourd'hui pour éviter justement ce contact avec des virus possibles, enlever des revues ou des documents, aérer les locaux pour tout ce qui concerne l'aération, mais on reviendra dessus, et éviter les contacts prolongés, par exemple avec des publics extérieurs. Tous ces points touchent effectivement à l'utilisation, par exemple, des touchés communs. On a également ici la gestion et l'information des publics extérieurs, donc avec le fait de limiter l'accès pour les publics extérieurs, d'organiser bien sûr tous ces accès, de réfléchir à la restauration collective également, avec l'élargissement des plages horaires, l'espacement des tables, choses qui sont des démarches qui sont déjà réalisées dans les collectivités aussi, et l'accès aux espaces de convivialité et autres lieux de pause collective qui doivent être, si possible, fragmentés, c'est-à-dire répartis dans l'espace, voire dans le temps aussi, pour éviter des rapprochements d'agents le plus que l'on peut. Sur la notion d'hygiène, on a toute la question de l'aération des locaux qui est posée avec la ventilation et la climatisation et le degré d'hygrométrie, parce qu'on sait aujourd'hui que ce virus se propage dans des milieux humides plus facilement que dans des milieux secs, donc les degrés d'hygrométrie interviennent également. Les effectifs des agents présents également, le volume de la pièce, la rotation des personnels, la question de l'élimination des déchets biologiques, également avec les contenants et les contenus, le tri des déchets. Et donc, on a un principe sur l'hygiène qui revient d'une façon assez régulière dans les guides que l'on peut lire ou sur le terrain. C'est le principe d'entrer et rester sain sur le site et le fait de sortir sain du site pour, par exemple, les publics extérieurs ou voire aussi même les agents qui travaillent au sein de la collectivité. Dans le fait d'entrer et rester sain sur le site, on a tout de suite les vestiaires, les temps de passage aux vestiaires, les questions comme ça qui arrivent, le fait de se changer avant et après la journée de travail et de pouvoir se nettoyer, se désinfecter les mains et le fait de sortir sain du site également de façon à repasser par ces étapes de désinfection et de nettoyage. Sur la gestion des déchets, on en a parlé déjà, donc les fréquences d'élimination, les protocoles de nettoyage. Sur les protocoles de nettoyage, on retrouve ici la notion d'objet de surface à nettoyer, avec une diversité importante de surfaces, les produits de nettoyage qui vont être utilisés, les modes d'application. En général, dans ces protocoles, c'est des points qu'on retrouve d'une façon régulière, et les fréquences de nettoyage, par exemple, quotidiennes, une fois ou deux fois ou trois fois dans la journée. Les mains également avec les points d'eau, les savons et les solutions hydroalcooliques, les essuie-mains qui peuvent être avec des papiers à usage unique, ce qui est important effectivement dans le cadre de l'hygiène et pour éviter du nettoyage de tissus ou des serviettes. Sur les barrières physiques de protection matérielle, on est sur quelque chose qui est relativement nouveau en milieu de travail aujourd'hui, puisqu'il y avait déjà bien sûr des barrières physiques, mais avec la crise actuelle, on accélère, on accentue ces barrières physiques en travaillant sur des pare-gouttelettes ou des murs ou des cloisons, tels que c'est défini également dans les différents référentiels et au niveau des fournisseurs. On a les verres, les plexiglas, des bâches plastiques, des films étirables. Se posent des questions par rapport à ces barrières en termes de définitives ou provisoires. Est-ce qu'on reste sur ces barrières définitivement ou est-ce qu'on les laisse de façon amovible? Ça, c'est des vraies questions que l'on peut se poser quand on implante ce type de matériel. Et aussi, bien sûr, le fait qu'on va détruire un petit peu aussi la convivialité, la communication interpersonnelle entre les agents de par la présence de ces barrières, bien évidemment. Sur l'axe 5, donc la tenue de travail et les équipements de protection individuelle, on a tout ce qui est tenue de travail avec la différenciation des tenues, soit des vêtements de travail salissants, donc des blouses, des combinaisons professionnelles, des uniformes, des polices, t-shirts, maîtres nageurs, sauveteurs, ou alors des tenues personnelles, des agents, comme les agents administratifs, par exemple, amènent leur propre tenue personnelle. Donc, la différenciation des tenues de travail. Sur l'équipement de protection individuelle, évidemment, on a les masques, les visières et tous les autres équipements de protection individuelle avec ce qui aujourd'hui concentre nos efforts, à savoir les masques, qui sont un point important, on le sait, à la fois au niveau du choix, mais aussi des achats que l'on peut réaliser dans les collectivités territoriales et dans le secteur privé aussi, bien évidemment. Sur les agents présentant des symptômes coronavirus sur site, on retrouve ici des procédures d'urgence et notamment des procédures qui peuvent être construites avec le service de médecine professionnelle et préventive, soit par exemple des centres de gestion, avec la question qui se pose de suspicion de contamination d'un agent. Donc on est là dans quelque chose qui doit être anticipé
avec le travail qui doit être fait en amont, bien évidemment, de la détection d'un agent éventuellement, hélas, qui serait suspecté. On a la question de l'isolement de l'agent, le fait d'avoir des mesures et des gestes barrières renforcés, l'évacuation de cet agent, de travailler bien sûr en concertation avec les autorités, donc le 15 ou le numéro coronavirus Covid-19, le 0800, rappeler l'agent, enfin faire des rappels et prévenir le médecin traitant si besoin, ou alerter également évidemment l'encadrement dans le cas de ces procédures qui s'organisent avec l'Organisation générale des secours, y compris bien sûr les sauveteurs secouristes du travail ou les personnes qui détiennent une AFPS, une attestation de formation au premier secours. L'ensemble de ces risques biologiques et la crise sanitaire actuelle crée des RPS, comme nous en avons parlé, et augmente ce niveau de RPS. Et on est là sur des sources INRS qui sont clairement évidentes et mises en place. Et on peut aujourd'hui se poser des questions sur l'impact des communications interpersonnelles modifiées, compte tenu de la crise, du stress, bien évidemment, et des charges émotionnelles lourdes sur les violences internes, c'est-à-dire une catégorie de RPS avec un climat social qui peut se dégrader, des tensions, des conflits, des communications. On a vu, il y a beaucoup d'éléments qui vont vers des mauvaises communications interpersonnelles, possiblement, voire pourquoi pas du harcèlement, avec évidemment un manque de recul évident sur tous ces problèmes-là. Des violences externes, à savoir de l'agression, de l'agressivité de public extérieur, qui, de par la crise sanitaire, auraient des attitudes ou des comportements qui ne soient pas adaptés et qui pourraient finalement générer des risques plus importants sur les violences externes en direction des agents. Donc, c'est des points importants également qui soient considérés sur l'impact de la crise sanitaire actuelle sur la prévention des risques psychosociaux, avec des sources aujourd'hui que l'on commence à voir arriver de différentes natures. Sur la troisième thématique, donc on a terminé la deuxième thématique, sur tout ce qui concerne effectivement la sécurisation des agents au poste de travail. On est un petit peu plus, c'est quelque chose qui se travaille un peu plus rapidement, puisqu'on est en train, là, cette fois-ci, sur cette thématique, de préparer le plan de reprise des agents, d'organiser quelque chose de progressif au poste de travail, comme beaucoup de collectivités d'ailleurs le mettent en place aujourd'hui, avec des points importants. Alors, ça tient en quelques images, quelques slides ici. Le fait qu'on fait un petit rappel ici sur le document unique d'évaluation des risques dont on a parlé déjà au préalable. Le fait que ce document unique d'évaluation des risques va pouvoir progressivement être un élément structurant pour pouvoir organiser l'analyse des unités de travail. Mettre en place effectivement les nouvelles activités, comme on en a parlé, et les activités transformées, les unités de travail qui existaient déjà mais qui sont transformées, et les nouvelles unités de travail qui apparaissent de par la crise sanitaire, comme par exemple certains protocoles de nettoyage, avec des principes généraux de prévention. Le document unique d'évaluation des risques va nous amener aussi à nous questionner sur la méthodologie que nous avions utilisée jusque-là pour mettre en place le document unique avant la crise sanitaire. Est-ce qu'on était sur un modèle descendant ou est-ce qu'on était sur un modèle pluridisciplinaire, participatif, avec une démarche effectivement où l'ensemble des acteurs de la prévention peuvent mettre leur pierre à l'édifice en mode projet. Alors, c'est vrai que cette façon de travailler pour l'évaluation des risques professionnels est quelque chose qui est déjà mis en place sur certains risques, sur certaines unités de travail. Mais là, compte tenu des risques biologiques et de l'importance des situations à analyser et à traiter, ces modèles de participatifs qui sont propres aussi à tout ce qui est qualité de vie au travail, par exemple, sont très importants à intégrer, et bien évidemment avec les partenaires sociaux sur ces approches pluridisciplinaires. Très important à ce niveau-là également à signaler, c'est les moyens humains, les ressources humaines qui doivent être mises en place, et notamment est apparu durant la crise le référent Covid, qui est un référent finalement qui serait en charge de gérer les risques professionnels, donc Covid, et définir effectivement ses fonctions, ses moyens, ses formations. La notion d'un référent sur un risque comme ça bien précis n'est pas nouvelle. C'est une notion qui était déjà existante avant la crise sanitaire sur d'autres risques. Nous avions l'exemple du cas concret du chargé de prévention des TMS, par exemple,
qui nous arrive de l'INRS, hein, c'est un référentiel de l'Institut national de recherche en sécurité. On a également l'exemple du risque chimique, du référent risque chimique. Donc, on a bien déjà un modèle qui existe avant la crise sanitaire sur quelqu'un qui serait en charge, qui serait compétent, formé pour gérer un risque, et là, en l'occurrence, le risque biologique Covid. C'est quelque chose qui peut effectivement être important aussi à intégrer dans les organisations, mais quid, bien évidemment, des moyens et de la formation de ce référent Covid. C'est une source, là, cette fois-ci, qui est OPPBTP, hein, qui est une proposition de l'OPPBTP. Sur les acteurs de la prévention, on le sait, ils sont divers, mais c'est important, bien évidemment, de les donner à nouveau, hein, en voyant ce qui est internalisé, c'est-à-dire ce qui relève de la collectivité territoriale, et aussi ce qui peut être externalisé avec les centres de gestion, les services prévention, par exemple, ou les services de médecine professionnelle et préventive, avec également tout ce qui est maintien dans l'emploi pour les populations fragilisées, les réseaux Cap Emploi, AGFIP. Il y a des plans d'action qui peuvent être proposés, qui sont proposés ici. Voilà globalement sur la deuxième thématique, la présentation des différents sujets. Alors, sur les ateliers, ce que nous verrons sur la deuxième et la troisième thématique, par exemple, c'est des sources documentaires. Alors, je vous ai proposé effectivement une liste ici de sites officiels sur lesquels on va chercher des références, des fiches conseils métiers, par exemple, en fonction bien évidemment des unités de travail ou des métiers qui sont étudiés. On a accès à une certaine information, donc ça c'est important. Et également, on voit, il y a une multiplicité effectivement de sources documentaires qu'il faut, alors pas évidemment pas tout connaître, mais savoir où se trouve l'information et surtout partir bien évidemment du terrain et de savoir exactement où sont les problématiques sur les unités de travail pour chercher les référentiels et aller investiguer hein, sur les problématiques qui sont posées dans telle ou telle situation de travail. Donc, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais maintenant donc laisser la parole à Luc Brunet, qui est juriste et qui va vous exposer donc tout ce qui concerne la responsabilité civile et pénale. Voilà, Luc, je te laisse la parole. Merci beaucoup.